Quand elle était petite fille, elle a sauvé deux louveteaux dans la forêt. Elle ne savait pas qu'ils étaient des métamorphes. Elle ne savait pas qu'ils deviendraient son monde entier. Bane et Caius ont grandi avec elle. C'étaient ses meilleurs amis, sa famille, les deux garçons qui ne la quittaient jamais. Maintenant, ils sont devenus des hommes grands, puissants, et ils ne la regardent plus comme une sœur, ils la désirent tous les deux. Mais elle n'a jamais eu à choisir, jusqu'à ce que Caius s'approche et tente sa chance. Il l'embrasse et cela semble juste, inévitable, jusqu'à ce que Bane revienne, pas en tant que le garçon qu'elle aimait, mais comme quelque chose de bien plus dangereux, parce que Bane n'est pas seulement un métamorphe, il est le nouvel Alpha Roy, et il est furieux, furieux que son frère l'ait touché, furieux qu'elle l'ait laissé faire. Maintenant, il a le pouvoir de décider de son avenir, y compris de l'homme qu'elle épousera. Et il n'a aucune intention de la laisser choisir quelqu'un d'autre que lui. Prologue. Toutes les grandes histoires d'amour commencent quelque part, et celle-ci commence avec une fillette de 8 ans face à un ours. L'ours était immense, faisant facilement 2 fois sa taille. Son souffle formait de la vapeur dans l'air glacial. Sa tête s'abaissait vers quelque chose de petit et tremblant dans la neige. Ivy n'a pas réfléchi. Elle a juste brandi sa lanterne et a crié « Hey! » La tête de l'ours s'est tournée vers elle, lentement, l'air irrité. Elle tremblait si fort que ses dents claquaient, mais elle s'est avancée quand même. « Va-t'en! » Elle a brandi la lanterne plus haut. « J'ai dit, va-t'en! » L'ours a grogné. Derrière lui, 2 louveteaux étaient blottis l'un contre l'autre dans la neige. L'un avait le poil sombre et hérissé malgré sa peur. L'autre, d'un brun doré chaud, gémissait. Ils étaient à peine plus grands que ses mains. Ils étaient si serrés l'un contre l'autre qu'ils ressemblaient à une seule boule de fourrure tremblante. « Laisse-les tranquilles !» a crié Ivy. L'ours a tressailli, puis, par miracle, il s'est retourné et s'est éloigné lourdement entre les arbres. Ivy est restée figée, la lanterne toujours levée, n'en croyant pas sa chance. Quand la silhouette a complètement disparu dans l'obscurité, ses genoux ont failli la lâcher. Elle s'est laissée tomber à côté des louveteaux. « Tout va bien », a-t-elle murmuré, tendant la main vers eux avec précaution. « Je suis là. » Le louveteau le plus sombre a essayé de la mordre, toute petite dent dehors et avec une bravade mal placée. Elle a eu un rire tremblant. « Tu pourras me mordre plus tard, petit. Tu as besoin de te réchauffer. » Elle a réessayé plus lentement cette fois. Le deuxième louveteau, le plus clair, s'est immédiatement blotti dans ses mains. Il a émis un son doux, mi-plainte, mi-soulagement. Le premier louveteau l'a observé avec des yeux pâles et méfiants. Puis finalement, à contre-cœur, il l'a laissé le ramasser aussi. Ils étaient d'une douceur incroyable. Elle les a enveloppés tous les deux dans son châle et les a serrés contre sa poitrine. « Vous deux », a-t-elle murmuré, une main douce sur chaque petite tête. « Je vous ai tous les deux. » Le louveteau clair s'est blotti davantage, le plus sombre a cessé de trembler. Elle ne le savait pas encore, mais c'est à ce moment-là que tout a commencé. Le moment où ils sont devenus siens. Chapitre 1. La rive de la rivière en été était l'endroit préféré d'Ivy au monde. Des pierres plates polies par l'eau, de l'herbe douce sous les pieds, le son de la rivière qui s'écoulait, lente et paresseuse dans la chaleur. 18 étés comme celui-ci. 18, allez voir revenir vers elle, à lui apprendre des choses. Tous les trois enchevêtrés à la lisière de la forêt. Sauf qu'avant, ils n'avaient pas cette apparence. Avant, c'étaient des garçons. Caius lui apportait des fleurs. Bane disparaissait pendant des heures et revenait avec les genoux écorchés. Maintenant, il se tenait au bord de l'eau. Sa chemise humide ne cachait rien des muscles en dessous. Caius, lui, était torse nu, souriant à quelque chose que son frère avait dit. Ses cheveux châtains dorés captaient la lumière du soleil. Il avait l'air détendu et chaleureux. Elle a détourné le regard rapidement. Aussi bien même, ils n'avaient pas des épaules comme ça. Avant, son estomac ne se retournait pas quand Caius lui souriait ou en voyant la démarche de prédateur de Bane. « Prête ?» a demandé Caius en se levant et en ramassant un des bâtons d'entraînement qu'ils avaient apportés. Ivy a attrapé le sien. « Prête ?» Ils étaient censés lui apprendre à se battre à l'épée. Mais en réalité, ils l'empêchaient de réfléchir. « Tu es morte !» a lancé Caius, faisant tomber son bâton. « Seulement parce que tu triches !» a rétorqué Ivy en le ramassant. Il a ri, d'un rire chaud et facile. Le son l'enveloppait comme de la fumée. « En quoi je triche ?»« Il ne triche pas, » a poursuivi Bane en s'écartant de l'arbre. « Il fait juste son spectacle pour toi. »
Pas du tout, a dit Caius, offensé. Tu fais tout comme si c'était une scène de théâtre, Caius. Caius a ouvert la bouche pour protester, puis a semblé y réfléchir et s'est contenté de sourire. Tiens, a dit Bane en tendant le bâton à Ivy. Laisse-moi te montrer. Ivy l'a pris, leurs doigts s'effleurant une seconde. Il s'est retiré immédiatement. Les pieds bien ancrés, a-t-il dit en montrant. Les épaules alignées, la prise ferme, comme ça. Elle a essayé d'imiter sa posture. Il a tourné lentement autour d'elle, ajustant sa position avec des gestes rapides et efficaces. Une main sur son épaule, poussant son pied avec sa botte. Ne tressaille pas, a-t-il dit. Je ne tressaille pas. Si. Il a levé son bâton. Ne montre pas ta peur à ton adversaire. Il a attaqué, rapide, contrôlé. Elle a paré, l'impact secouant ses bras. Tu vois, a-t-elle dit, le souffle court. Je ne tressaille pas. Il a dévié et l'a attaqué de nouveau, plus vite cette fois. Elle a essayé de tenir bon, mais le bâton s'est envolé de ses mains. Ivy l'a regardé s'envoler, découragé. Et puis Bane a ri. C'était si rare que ça l'a complètement arrêté. Il riait si rarement ces derniers temps. C'était comme si le poids du monde entier reposait sur ses épaules et qu'il avait oublié comment le poser. Mais quand il riait, cela transformait tout son visage. « Tu frimes », a-t-elle marmonné, mais elle n'a pas pu s'empêcher de sourire. Il avait toujours besoin de gagner, de dominer. Mais ce rire, il était magnifique et il lui avait manqué. Puis Caius est arrivé, se glissant derrière elle avant qu'elle ne puisse réagir. Il a passé ses bras autour d'elle pour remettre le bâton dans ses mains. Ses bras encadrent les siens, son torse nu pressé contre son dos. Le souffle d'Ivy s'est coupé. Elle regardait Bane, dont les yeux étaient devenus sombres et dangereux. Derrière elle, le corps de Caius était une ligne de chaleur contre laquelle elle voulait s'appuyer. « Elle apprend », et murmurait Caius, sa voix basse et chaude près de son oreille. En face d'eux, la mâchoire de Bane s'est crispée. « Elle apprendra plus vite si tu arrêtes de la distraire », a-t-il lancé. Caius n'a pas bougé. « Est-ce que je te distrais, Ivy ?» Elle ne pouvait pas parler, ne pouvait pas penser. Piégée entre eux, entre le regard sombre et possessif de Bane et le corps de Caius, si près d'elle. « Où avez-vous appris à vous battre comme ça ?» a-t-elle réussi à dire, désespérée de briser ce moment. « Vous ne l'avez jamais dit. Un jour, vous êtes juste arrivés et vous étiez des experts. » Ils se sont tous les deux immobilisés. Puis ils ont échangé ce regard. Celui qu'Ivy considérait comme leur regard secret. Celui qui signifiait qu'elle avait demandé quelque chose qu'elle n'aurait pas dû. Ça avait commencé quand ils avaient 10 ans. À l'époque, ils ne vivaient plus avec elle. Pas comme pendant les 2 ans qui ont suivi son sauvetage de l'ours. Leur père était revenu les chercher, jugeant que c'était sûr. Sûr de quoi on ne l'avait jamais dit à Ivy. Mais il lui rendait toujours visite et elle avait commencé à remarquer des choses. Leur vocabulaire s'enrichissait trop vite, par exemple. Cela rendait Ivy bien trop consciente de la séparation grandissante. Ou le fait qu'ils savaient lire maintenant. Ils ont décidé de lui apprendre aussi, mais c'était incroyablement frustrant. Elle sentait que ses progrès étaient lents et qu'elle était à la traîne. Encore plus frustrant, c'était quand Bane corrigeait sa lecture. « Ce mot n'est pas refuge », avait-il dit. « C'est présage. » « Non, ce n'est pas ça, » avait claqué Ivy. « Tu essayes juste d'être contradictorien. »« Tu veux dire contradictoire ?» Elle l'avait regardé, les yeux écarquillés et frustrés, les larmes aux yeux. « Comment connais-tu tous ces mots ?» avait-elle exigé en tapant du pied. « Comment sais-tu lire comme ça ?» C'était la première fois qu'elle surprenait les frères échanger leurs regards secrets. « Est-ce que ça a de l'importance ?» a dit Caius d'un ton léger. « On est là. On va t'apprendre. » Ivy s'était forcée à hocher la tête, mais elle était mal à l'aise. Elle l'était toujours. Chaque fois qu'on lui rappelait toutes ces choses étranges qu'il semblait savoir et pas elle, elle essayait toujours de rattraper son retard. Et elle échouait toujours, comme maintenant avec le combat à l'épée. « Oui, voulait-elle dire, je veux savoir où vous allez. Je veux savoir qui vous êtes quand je ne suis pas là. Je veux savoir pourquoi vous me regardez comme ça. Pourquoi tout semble différent. Pourquoi je ne peux plus respirer quand vous êtes si près. » Le soleil commençait à se coucher quand ils ont rassemblé leurs affaires. Une lumière dorée filtrait à travers les arbres, étirant de longues ombres sur la rive. Ils partaient toujours. Ils revenaient toujours. Mais aujourd'hui,
Le visage de Bain semblait étrange, fermé d'une manière qui lui serrait de la poitrine. Qu'est-ce qui ne va pas? Lui a-t-elle demandé. Il l'a prise à part, loin de Caius qui remettait sa chemise. Je dois te dire quelque chose, a-t-il dit, sans vraiment la regarder. Qu'est-ce que c'est, Bain? Tu as l'air si sérieux. Tu me fais peur. Elle a plaisanté, ou a essayé de plaisanter. Sa voix est sortie étranglée. Il était tendu, elle le sentait. Elle avait un mauvais pressentiment. Il l'a regardé un long moment, la mâchoire crispée comme s'il cherchait les mots justes. Les choses vont changer, a-t-il dit finalement. Changer? A-t-elle répété, confuse. Elle n'aimait pas le son de ça, pas du tout. On ne pourra plus te rendre visite, a expliqué Bain. Pas avant un moment. Ivy a reculé d'un pas. C'était comme s'il l'avait giflé. C'est ce qu'elle avait toujours craint, qu'un jour il ne reviendrait pas. Pourquoi? A-t-elle demandé d'une voix tremblante. C'est compliqué, a essayé Bain. Où allez-vous? Sa voix s'est élevée malgré elle. Pour combien de temps? Dis-le-moi, voulait-elle crier. Dis-moi comment tu sais toutes ces choses que j'ignore. C'est moi qui étais ton père. Pourquoi vous vous êtes caché aussi avec moi pendant des années? Pourquoi tu as l'air si accablé ces derniers temps, si troublé? Dis-moi pourquoi j'ai l'impression que tu m'échappes. Mais les mots étaient trop grands, trop crus. Ils sont restés coincés dans sa gorge. Ivy. La voix de Bain était rauque, pleine de douleur. Je ne veux pas te cacher des choses. Je n'ai jamais voulu. Alors ne le fais pas, a-t-elle crié. Elle ne pouvait plus respirer, ne pouvait plus penser au-delà de la panique qui montait dans sa poitrine. Hé! Caius était soudainement là, ses mains chaudes sur ses épaules, la détournant de Bain pour la serrer contre sa poitrine. Hé, tout va bien. Non, a dit Ivy, mais ses mains se sont quand même agrippées à sa chemise. Bien sûr qu'on pourra te rendre visite, a dit Caius doucement. En tout cas, moi je le ferai, je te le promets. Caius, la voix de Bain était tranchante, un avertissement. Elle est contrariée, a dit Caius, sans regarder son frère. Il tenait juste à Ivy Tennessee, sa main caressant ses cheveux. On trouvera une solution. Bain a émis un son, frustré, presque désespéré. Pendant un long moment, personne n'a parlé. Ivy pouvait sentir la tension entre les frères comme quelque chose de physique. Puis la voix de Bain, plate et contrôlée. On devrait y aller, Bain. Ivy a essayé de se dégager de Caius pour le regarder, mais Caius l'a maintenu doucement en place. Laisse-le partir, a-t-il murmuré. Elle a entendu les passes de Bain, l'a entendu s'éloigner sans un mot de plus. Il a disparu entre les arbres avec cette démarche contrôlée qui signifiait qu'il se contenait à peine. « Je dois y aller, » a dit Caius doucement. « Mais je pensais ce que j'ai dit. Je reviendrai. Bientôt. » Puis il est parti aussi, et Ivy est restée seule à la lisière de la forêt, des larmes sur le visage. 1 mois a passé, ils ne sont pas revenus. Et puis tout a changé. Chapitre 2. 1 mois a passé, ils ne sont pas revenus. Ivy se disait qu'elle allait bien. Elle travaillait dans le jardin jusqu'à avoir les mains à vif. Elle aidait sa mère pour les naissances et les teintures. Elle cueillait des herbes près de la rivière, restait en mouvement, restait occupée. Ça n'a pas aidé. La nuit, la douleur refleurissait. Bain n'avait même pas dit au revoir, n'avait pas regardé en arrière. Et Caius avait promis. Bientôt, avait-il dit. Bon-il que tu aies le temps de t'ennuyer de moi. Ça faisait 1 mois. Un coup à la porte l'a réveillée en sursaut. Ivy s'est redressée, haletante. La chaumière était sombre, vide. Sa mère était sortie et appelée pour aider une voisine à accoucher. Un autre coup, plus sec. Ivy est sortie du lit en toute hâte et a attrapé son châle. Elle l'a mis sur ses épaules, même si la nuit d'été était chaude. Caius se tenait sur le seuil, le clair de lune accroché à ses cheveux châtains dorés. Ses yeux ambrés étaient brillants et fixés sur elle, comme si elle était la seule chose qu'il était venu voir. « Qu'est-ce que tu fais ici? » a-t-elle haleté. Il a souri et a ouvert les bras. Elle n'a pas réfléchi, elle s'est juste jetée sur lui, enroulant ses bras autour de son cou. « Je t'avais dit que je reviendrais, n'est-ce pas? » a-t-il murmuré contre ses cheveux. Elle s'est reculée, ses mains encadrant sa mâchoire, le dévorant des yeux. Puis elle a regardé par-dessus son épaule, vers la ligne sombre des arbres. Personne d'autre n'était là. Sa poitrine s'est serrée. Caius lui a pris le visage en coupe. « Je suis là, » a-t-il dit doucement. Elle l'a regardé attentivement alors. Il a légèrement vacillé et elle a senti l'odeur.
de l'alcool, de la fumée et quelque chose de plus doux, comme une célébration. Tu es ivre? A-t-elle demandé. Non, a-t-il souri plus largement. Peut-être un peu. Il l'a tiré contre lui, enfouissant son visage dans le creux de son cou. Où étais-tu? A-t-elle lâché. Son sourire s'est effacé. Quelque chose de compliqué a traversé ses yeux. Du chagrin peut-être, ou de la résignation. J'ai renoncé à quelque chose que j'ai voulu toute ma vie, a-t-il dit calmement. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que tu veux dire? Ça n'a pas d'importance. Son pouce a caressé sa pommette. Ça n'a jamais été à moi de toute façon. Caius. Il y a autre chose que j'ai toujours voulu, a-t-il dit, la voix plus basse. Ses yeux ont capté les siens, et ça j'ai l'intention de l'avoir pour moi. Ce n'est que justice. Son cœur s'est emballé. Justice? Ouais. Il l'a regardée comme si elle était la réponse à quelque chose. Justice. Puis il l'a embrassée, douce au début, tendre, comme s'il posait une question à laquelle elle attendait de répondre depuis des années. Ses lèvres ont bougé contre les siennes avec une tendresse qui lui a fait tout oublier, sauf la sensation de sa présence. Quand elle ne s'est pas retirée, quand ses mains se sont agrippées à sa chemise et l'ont tiré plus près, il a approfondi le baiser. C'était naturel, inévitable. Comme quelque chose qui devait arriver depuis qu'elle avait 8 ans. Elle lui a rendu son baiser, se hissant sur la pointe des pieds. Ivy, a-t-il murmuré, son nom rauque dans sa bouche. Il l'a fait reculer dans la chaumière, fermant la porte d'un coup de pied derrière eux. Ils ont trébuché vers sa chambre, s'embrassant toujours, ses mains douces mais insistantes. Quand ils sont tombés sur son lit ensemble, lui soutenant son poids au-dessus d'elle, elle le tirant vers le bas, elle n'a pas pensé à s'arrêter. Ils se sont embrassés, touchés et explorés dans l'obscurité. Tout était nouveau, tout était bouleversant. Son poids la pressant dans le matelas. Sa main glissant le long de sa cuisse, plus haut, lui faisant haleter son nom. « Tu es si belle », a-t-il murmuré. « En as-tu la moindre idée? » Quand ses mains ont trouvé les lacets de sa robe, elle ne l'a pas arrêté. Elle l'a même aidé. Elle l'a laissé la déshabiller lentement, avec soin, comme si elle était quelque chose de précieux. Elle l'a déshabillée aussi. A retiré sa chemise par-dessus sa tête, a passé ses mains sur les plans de sa poitrine et de son ventre, l'a senti frissonner sous son contact. « Ivy », a-t-il soufflé, « tu es sûre? » Elle l'a regardé, le garçon qui lui apportait des fleurs et s'endormait sur ses genoux, l'homme qui était revenu pour elle quand son frère ne l'avait pas fait. « Oui », a-t-elle dit, « ça a fait mal au début. » Mais il y est allé doucement, murmurant des mots rassurants contre sa peau. Elle ne voulait pas qu'il s'arrête. « Je t'aime », a-t-il haleté. « Je t'aime tellement. »« Je t'aime aussi », a-t-elle soufflé, et elle le pensait. Elle s'est endormie dans ses bras, chaude, rassasiée et heureuse. L'aube se levait à peine quand quelque chose l'a réveillée. Un sentiment, étrange, vif et urgent. Elle a cligné des yeux, désorientée, toujours dans les bras de Caius. Il dormait. Elle a tourné la tête lentement. Bain se tenait au bord de sa chambre, ses yeux pâles les fixant. Pendant un battement de cœur fou et impossible, une joie pure l'a inondé parce qu'il était de retour. Alors elle lui a souri. Mais il n'a pas souri en retour. Puis il s'est retourné et s'est éloigné. Bain. Ivy s'est levée en hâte. Bain, attends. Elle a attrapé la chemise de Caius, l'a enfilée et a couru après lui. Bain, s'il te plaît. Il a continué à marcher dehors, vers la lisière des arbres. L'agacement a flambé dans sa poitrine. C'était lui qui était parti sans un mot, qui l'avait fait attendre et s'inquiéter. Et maintenant, il s'enfuyait encore. Elle a ramassé une pomme de pin par terre et l'a lancée à l'arrière de sa tête. Il s'est retourné si vite qu'elle a trébuché en arrière. L'expression de son visage l'a glacée. « Qu'est-ce que tu crois que tu fais? » Sa voix s'est brisée. Elle n'a pas pu parler pendant un moment. « Je suis désolée pour la pomme de pin », a-t-elle finalement réussi à dire. « Je voulais juste que tu t'arrêtes. Tu es parti depuis si longtemps. » « Oui, eh bien, sa mâchoire s'est crispée. Tu as été bien occupé. » La façon dont il la regardait maintenant, cette expression froide et distante, ressemblait à un jugement. Elle a levé le menton sur la défensive. C'était plutôt merveilleux, en fait. Il a haussé un sourcil. « Eh bien, ça doit cesser », a-t-il déclaré. Quelque chose en elle a craqué. « Ce n'est pas à toi de décider », a-t-elle dit. « Ah non ». Il a croisé les bras.
Et qu'est-ce que tu vas faire quand tu tomberas enceinte, Ivy? La chaleur a envahi son visage. Nous sommes... Sa voix s'est sortie trop faible. Nous sommes amoureux. Bane a ri. Et alors? Il a fait un pas vers elle. Il n'y a pas d'avenir là, Ivy. Caius n'est pas pour toi, et tu n'es pas pour lui. Vous ne pouvez pas être ensemble. Quelque chose s'est brisé dans sa poitrine. Et pourquoi pas? Pourquoi je ne peux pas être avec lui? Parce que c'est impossible, a crié Bane. Les larmes lui brûlèrent les yeux, mais elle a refusé de les laisser couler. Il l'avait quitté. Il était parti sans un mot, et maintenant il voulait lui prendre Caius aussi. La seule personne qui était revenue pour elle, la seule bonne chose qui lui restait. Sais-tu seulement où il passe la plupart de son temps? A demandé Bane. Qui il est vraiment? Assez, a tonné une voix. Caius a surgi des arbres, se plaçant entre eux. Le regard que Bane leur a lancé a glacé le sang d'Ivy. Assez, mon frère, a dit Caius. Sa voix était ferme, mais il y avait une supplique en dessous. Bane les a dévisagés, et la rage sur son visage était si intense, si brute, qu'Ivy a senti les larmes couler enfin. « Comment as-tu pu » a-t-il demandé. Ses yeux se sont fixés sur son frère. « Comment as-tu pu faire ça » Caius a tressailli comme s'il avait été frappé. « Elle est à moi. » Son bras s'est resserré autour d'Ivy, protecteur. « Ivy est ma compagne et ma future femme. » Toute la couleur a quitté le visage de Bane si vite qu'Ivy a cru qu'il allait s'effondrer. Il n'a pas parlé pendant 1 minute, puis « Et tu penses que le roi le permettra » Caius a de nouveau tressailli, visiblement. « Il ne dirait pas non, a-t-il murmuré, l'air incertain. « Pas à moi, pas à elle. » Le roi? Ivy a regardé de l'un à l'autre. « De quoi parlez-vous » Mais Bane s'éloignait déjà. « Attends !» Ivy a essayé de le suivre. « S'il te plaît, ne fais pas ça. » Caius l'a retenu. « Ivy, a-t-il dit. Ivy, regarde-moi. » Elle ne pouvait pas détacher ses yeux des arbres où Bane avait disparu, où il l'avait laissé, encore une fois. Ivy. Caius lui a pris le visage en coupe, l'a tourné vers lui. « Je le pensais, a-t-il dit. Je veux que tu sois ma femme. » Elle a cligné des yeux, essayant de comprendre. « Dis oui, a dit Caius doucement. Elle a ouvert la bouche, mais il l'a interrompu. Mais avant que tu le fasses, il a pris une inspiration tremblante. Il y a quelque chose que tu dois savoir. Sur qui je suis, sur qui nous sommes. Ivy a attendu, le cœur battant, les larmes encore humides sur ses joues. Et puis il lui a tout raconté. Chapitre 3. Ivy était dans un château. Elle se tenait devant un miroir plus grand que n'importe quel arbre qu'elle avait jamais escaladé et regardait d'une inconnue. La robe était magnifique mais semblait appartenir à quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui avait sa place dans un endroit comme celui-ci. Elle ne se sentait pas du tout comme cette personne. Moins d'une journée s'était écoulée depuis que Caius lui avait tout dit. « Tu es un quoi » avait-elle dit, le regardant comme s'il avait une deuxième tête. « Un prince » avait répété Caius avec précaution. Le mot n'avait aucun sens. Il n'en avait toujours pas, même maintenant. Il avait tout expliqué à la hâte. Comment, quand elle les avait sauvés alors qu'ils étaient des louveteaux, ils fuyaient une attaque. Celle qui avait tué leur mère. Leur père, le roi, avait dû traquer des traîtres, débusquer quiconque avait orchestré l'embuscade. Alors il avait caché ses fils avec elle et sa mère jusqu'à ce que ce soit sûr. Il nous était interdit de te le dire, avait dit Caius. Pour te protéger. Si quelqu'un avait su où nous nous cachions. Donc c'est de ma faute? Avait claqué Ivy en se dégageant. Que vous m'ayez menti pendant 18 ans? Non, avait dit Caius fermement. Non, ce n'est pas ça. Nous aurions dû te le dire. Nous le voulions. Mais nous avions aussi peur de ta réaction. Tu étais toujours si contrarié quand nous parlions de nos vies. Parce que vous me laissiez derrière, avait crié Ivy. Ce n'est pas le cas. Nous ne le faisons pas, avait insisté Caius en la serrant de nouveau contre lui. Puis il lui avait dit qu'il voulait l'épouser, qu'il devait l'amener à la cour, la présenter au roi, officialiser leur fiançailles devant son peuple. C'était hier matin. Maintenant, elle était ici, dans un palais, sur le point de demander la permission d'épouser un prince. Ses mains tremblaient. « Tu es magnifique, » dit Caius depuis l'embrasure de la porte. Il était vêtu de velours vert foncé qui faisait ressortir l'or de ses yeux, avec des broderies d'argent au col et aux poignets,
ses cheveux parfaitement coiffés. Il avait l'air d'être à sa place ici. Elle toucha le corsage de sa robe. Ça gratte, se plaignit-elle. Tu t'y habitueras, dit Caius en traversant la pièce. Elle voulait le croire, mais les gens la dévisageaient. Elle sentait leurs yeux la suivre dans chaque couloir qu'ils empruntaient. Elle entendait des chuchotements s'élever dans leur sillage comme le vent dans les feuilles. Une voix de femme, à peine dissimulée. C'est elle, la paysanne, un homme d'un ton sceptique. J'ai entendu dire que c'est une inconnue d'une chaumière dans les bois. Le visage d'Ivy brûlait. Elle garda le menton haut et les yeux droits devant, mais ses mains étaient si crispées dans ses jupes que ses jointures lui faisaient mal. La salle du trône était immense. De hauts plafonds qui s'élevaient au-dessus de sa tête et à l'autre bout, sur une estrade de marbre blanc, se trouvait un trône. Vide. Des courtisans remplissaient l'espace, des dizaines, peut-être une centaine. Ils se tournèrent lorsque Caius la fit entrer par les portes massives et les chuchotements s'intensifièrent alors qu'il marchait vers la base de l'estrade. Puis la salle devint silencieuse. Ivy leva les yeux vers les trônes vides et essaya de calmer sa respiration. Le roi serait le père de Caius. Elle ne l'avait jamais rencontré, ne connaissait même pas son nom. Et si Bane avait raison et qu'il déclarait qu'elle n'avait pas sa place ici, où était Bane d'ailleurs? Viendrait-il? Une partie d'elle le voulait désespérément ici, avait besoin de lui ici. L'autre partie d'elle était terrifiée à l'idée de le revoir. La voix d'un héros retentit. Sa Majesté, le roi. Tout le monde s'inclina. Ivy regarda frénétiquement autour d'elle. Elle vit tous les seigneurs et dames se pencher à la taille en parfaite synchronisation et se dépêcha de les imiter. Des pas résonnèrent dans l'immense salle, mesurée, se rapprochant. Elle se redressa avec tout le monde, les mains jointes devant elle pour cacher leur tremblement, et leva les yeux vers l'estrade. Bane se tenait en haut des marches de marbre, portant une couronne. Pendant un instant, elle ne put pas comprendre. C'était Bane. Bane avec ses cheveux sombres et ses yeux pâles et le visage qu'elle connaissait depuis la moitié de sa vie. Mais il portait une lourde chaîne de fonction sur sa poitrine et une couronne reposait sur sa tête comme si elle y avait toujours appartenu. Toute la salle se pencha vers lui comme s'il était le centre de gravité. Ivy eut l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Bane était le roi, pas le père de Caius. Bane, son Bane. Elle se sentit soudainement horriblement petite. « Votre Majesté », dit Caius, sa voix formelle d'une manière qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. Il s'inclina, plus profondément cette fois, plus soigneusement qu'à leur entrée. Rien à voir avec la façon dont il parlait à son frère en privé. Caius continua. « Je viens devant vous pour présenter Ivy de... » Il hésita une fraction de seconde. « Ivy de la lisière de la forêt, ma promise. Ma compagne choisie. Je sollicite votre bénédiction pour notre union. » Ces mots résonnèrent dans l'immense espace. Le cœur d'Ivy battait si fort qu'elle l'entendait dans ses oreilles. Elle ne pouvait pas détourner les yeux de Bane, ne pouvait pas cesser de chercher sur son visage un signe de reconnaissance. Il n'y avait rien. Il les regarda, elle, avec un détachement complet. Et puis, « Non, » dit Bane. Le mot tomba comme une pierre dans l'eau. « Votre Majesté, » commença Caius, la voix tendue. « Non, » répéta Bane. Je ne donne pas ma bénédiction. Cette union n'est pas approuvée. La salle du trône éclata en chuchotements, des murmures choqués se propageant dans la foule des courtisans. La bouche d'Ivy s'ouvrit avant qu'elle ne puisse s'en empêcher. « Bane, tu ne peux pas! » La réaction fut immédiate. Des halètements parcoururent la foule, vifs et scandalisés. Les courtisans chuchotaient de toute urgence entre eux. « Ivy, » dit Caius. Il lui tira la main avec force. « Mais il ne peut pas juste, » protesta Ivy, tirant sur sa prise, regardant Bane. « Vous vous adresserez à Sa Majesté correctement, » retentit la voix d'un courtisan plus âgé. « Sa Majesté est un crétin !» lança Ivy, sa voix portant à travers la salle du trône. Les halètements se transformèrent dans quelque chose de plus proche des cris. Le scandale se propagea dans la foule comme une onde de choc. « Ivy !» dit Caius entre ses dents, en la ramenant dans l'allée, se déplaçant rapidement. « Tu ne peux pas lui parler comme ça. Pas ici. Jamais. » « Pourquoi pas? » Ivy essaya de se libérer. Caius la tira hors de la salle du trône par une porte latérale, dans un couloir, dans une alcôve vide derrière un pilier.
Tu l'as laissé faire, dit Ivy, sa voix s'élevant. Tu ne t'es même pas battu. Je ne peux pas le combattre comme ça, dit Caius, la voix tendue. Pas en public. Pourquoi pas? C'est ton frère, cria Ivy. C'est l'alpha Ivy, dit Caius, ses mains agrippant ses épaules. Dans une meute, ça veut tout dire. Plus que d'être frère, plus que tout. Et c'est le roi, ton roi. Il y a celui qui est en privé, mon frère, Bane, et celui qui est en public, le roi, l'alpha, la loi. Sa mâchoire se crispa. Je n'ai pas le droit de me comporter de la même manière avec les deux. Toi non plus, elle le dévisagea. Tu aurais dû me le dire, dit Ivy doucement. Eh bien, nous ne voulions pas que tu... commença Caius. Pas quand nous étions enfants, l'interrompit Ivy, la voix tremblante. Je comprends ça. En quelque sorte, vous étiez des enfants, votre père l'avait interdit, mais plus tard, récemment. Sa voix s'éleva. Caius, ce matin, pendant que ces femmes me lassaient dans cet instrument de torture, tu n'aurais pas pu mentionner que j'aurais besoin de faire des courbettes, de me prosterner et de surveiller chaque mot que je dis. Que ton frère est le roi. Je n'ai pas pensé, dit Caius, impuissant. Exactement, dit Ivy, ses yeux brûlants de larmes qu'elle refusait de laisser couler. Tu n'as pas pensé. Des pas résonnèrent dans le couloir. Ils se tournèrent tous les deux. Bane apparut au coin. Plus de couronne maintenant. Juste lui, l'air fatigué d'une manière qui le faisait paraître plus vieux qu'il ne l'était. Tu as été un crétin là-bas, dit Caius immédiatement, la voix plate. Fais attention, dit Bane, sa voix basse, un avertissement. Caius leva les yeux au ciel. Ivy les regarda, la fureur montant dans sa poitrine comme la pression dans une bouilloire. Puis-je parler à son Altesse royale maintenant? Demanda Ivy, sa voix dégoulinant d'une fausse douceur. C'est Sa Majesté, dit Bane sans la regarder. Mais tu peux. Je ne te parlais pas, dit Ivy furieuse. Elle se tourna vers Caius. Puis-je parler librement? Caius lui fit un signe de tête. Elle se retourna vers Bane, croisa les bras. Pourquoi? Bane ne lui répondit pas, ne la regarda même pas. Il garda les yeux sur Caius. Bane, dit Caius, sa voix tendue, suppliante. Quand est-ce qu'Ivy et moi pourrons nous marier? Bane croisa les bras. Jamais. Ivy sentit l'air lui manquer. Tu ne peux pas, commença Caius. Je peux, dit Bane platement. Je suis le roi et je n'approuve pas cette union. Les mains d'Ivy se serrèrent en poing. Pourquoi? Le mot lui échappa. Parce que je ne suis pas une princesse? Le regard de Bane se posa enfin sur elle. Oui, dit-il simplement. L'honnêteté de la chose était pire que la cruauté. Elle n'était pas assez bien, ne le serait jamais. Tu n'as pas été élevé pour ce monde, continua Bane. Tu ne connais rien à la vie de cour, à la politique, à la diplomatie. Tu ne comprends pas la hiérarchie de la meute ou le protocole royal. Il fit une pause. Quand il reprit la parole, sa voix était plus douce. La cour te rendra malheureuse, conclut-il. Ivy fronça les sourcils. Il ne croyait pas en elle. De toutes les personnes dont elle voulait l'approbation, dont elle voulait l'opinion, c'était lui qui se mettait en travers de son chemin. « Donne-moi 3 mois », s'entendit-elle dire. Les deux frères la regardèrent. Sa voix était plus stable qu'elle ne se sentait. 3 mois pour prouver que je peux le faire, que je peux apprendre. Elle croisa le regard de Bane, le soutint même si ça faisait mal. Si je n'y arrive pas, je partirai. Je partirai. Je m'en irai et tu ne me reverras plus jamais. Bane la dévisagea. D'accord, dit finalement Bane. 3 mois. Puis il se retourna et s'éloigna, la laissant là, le cœur battant la chamade et la main de Caius chaude dans la sienne. Chapitre 4. Les jours à la cour se fondirent en un défilé sans fin de correction et de condescendance. La cour était restrictive d'une manière qu'Ivy n'avait pas imaginée. Elle ne pouvait pas courir, pas rire trop fort, pas dire ce qu'elle pensait, ou bouger librement, ou faire quoi que ce soit, sans que quelqu'un la regarde, la juge, chuchote. Chaque couloir ressemblait à un piège. Chaque pièce ressemblait à une scène. La forêt lui manquait avec une douleur qui semblait physique. La rivière, le ciel ouvert, la liberté d'être simplement soi-même sans jouer un rôle à chaque instant de son existence lui manquaient. Caius la retrouvait toujours dans les moments calmes, entre les leçons d'étiquette, après les repas,
dans les couloirs bordés de portraits qui la regardaient comme des juges. Il lui faisait répéter les salutations formelles, patient, lent, gracieux, comme si tu le faisais exprès. Et si ce n'est pas le cas, demanda Ivy sarcastiquement. Alors je serai toujours là, dit Caius chaleureusement. La poitrine d'Ivy se serra de gratitude. Caius rendait la cour supportable. Il lui faisait croire qu'elle pouvait l'endurer. Mais Bane n'était pas le garçon de la forêt ici. Il était le roi, entouré de protocoles comme d'une armure, des courtisans à ses côtés, des conseillers murmurants, des gardes dégageant le passage. Les gens s'adressaient à lui avec une déférence qui ressemblait à un mur. « Votre Majesté », disaient les gens. « Sire, mon roi ». Ivy le voyait à travers les pièces et sentait quelque chose se tordre dans son estomac, malade, aigu et faux. Elle essaya de l'approcher une fois, dans un couloir entre les chambres, parce qu'elle n'en pouvait plus. Elle avait besoin de lui parler, besoin qu'il la regarde comme avant. Elle s'avança vers lui et parla avant de réfléchir. « Bane », commença-t-elle. Un courtisan se déplaça instantanément, lui coupant la route comme une lame. « Votre Majesté », dit la femme outrée. Ivy se figea. « Comment osez-vous vous adresser à sa Majesté si familièrement ?» continua sèchement le courtisan. « Reculez, connaissez votre place. » Le visage d'Ivy brûlait. Elle regarda Bane, attendant qu'il intervienne, qu'il dise « Non, elle a le droit. Elle a toujours eu le droit. C'était mon ami. » Ou au moins qu'il la reconnaisse. Mais il ne le fit pas. Il la regarda comme si elle n'était pas là. C'était pire que la colère. C'était le néant. L'estomac d'Ivy se retourna. Elle recula parce qu'elle le devait, parce que la pièce l'exigeait. Et Bane la laissa faire. Après ça, le palais sembla plus froid. Ivy se déplaçait dans les couloirs comme si elle était faite de verre, fragile, sur le point de se briser. Elle entendait sans cesse la voix de Bane d'il y a des années. « Ne nous oublie pas », et se demandait s'il l'avait oublié le premier. La nuit, quand elle et Caius jouaient aux cartes dans le salon sous les yeux vigilants d'un chaperon, elle se surprenait à souhaiter que Bane entre, qu'il s'assoie avec eux comme avant. Mais il ne venait jamais. Elle se mit à le chercher partout, scrutant chaque pièce où elle entrait, chaque couloir qu'elle parcourait, cherchant ses yeux pâles. Au début, elle se disait que c'était pratique. Elle avait besoin de son approbation pour épouser Caius. Elle voulait qu'il lui dise qu'elle s'en sortait bien. Mais au fil des jours qui se transformaient en semaines, c'est devenu autre chose. C'est devenu une douleur, une souffrance. Il lui manquait. Sa présence, sa voix, la façon dont il la regardait lui manquait. Maintenant, quand elle le voyait à travers des salles bondées, il ne la regardait jamais en retour. Ça faisait mal d'une manière qu'elle ne pouvait pas expliquer. Bane n'était pas son fiancé, pas son amant, et pourtant sa froideur ressemblait à un deuil, à la perte de quelque chose qui était censé être permanent. Elle essaya plus fort, le chercha plus désespérément, se positionna là où elle pensait qu'il pourrait passer, essaya d'attirer son regard pendant les dîners formels. Rien. Il était inaccessible, et Ivy se noyait dans la prise de conscience qu'elle l'avait perdu. Pas à cause de la distance ou du temps ou même de la colère, mais à cause d'une couronne. « Il est le roi maintenant », dit Caius doucement. « Tout est différent pour lui. »« Je sais », dit Ivy. « Je ne pensais juste pas que ça signifiait que je le perdrais complètement. » 3 mois passèrent ainsi. Ivy apprit les révérences, mémorisa les formules de politesse, cessa d'utiliser la mauvaise fourchette. Mais elle ne cessa pas de chercher Bane, et il ne cessa pas de la regarder sans la voir. Chapitre 5. La salle de bal était une mer de soie et de chandelles. Tout le monde scintillait, des bijoux aux gorges et aux poignets, des robes de toutes les couleurs. Ivy se tenait en haut du grand escalier et se sentait mal. La voix d'un héros retenta. « La Dame Ivy ». Les têtes se tournèrent. Les chuchotements commencèrent immédiatement. Ivy descendit les escaliers, essayant de ne pas trébucher sur ses jupes. Ses yeux trouvèrent Bane, vêtu de noir formel avec la couronne sur la tête. Leurs regards se croisèrent assez longtemps pour que son cœur rate un battement. Puis quelqu'un se mit sur son chemin et Ivy trébucha, heurtant un serviteur qui portait des verres de vin. Les verres s'écrasèrent sur le sol en marbre. Tout le monde la dévisagea. Ennuyeux, n'est-ce pas? Ivy se tourna. Une jeune femme se tenait à côté d'elle, cheveux auburn, yeux vifs, robe bordeaux.
Toute cette hypocrisie scintillante, dit-elle. Des gens qui font semblant de s'apprécier tout en affûtant leur couteau. Quelque chose dans la poitrine d'Ivy se détendit. La femme se présenta comme Margot, commença à lui raconter des ragots qui firent rire Ivy. Et Ivy, frustrée d'être laissée par Caius, ignorée par Bane, se retrouva à se confier à elle. Le champagne continuait de couler. Elle parla du manque de Bane, de ne pas comprendre pourquoi il était si froid. Au moment où Margot suggéra de prendre l'air, Ivy était agréablement pompette. « Il y a une terrasse plus calme par ici, » dit Margot, la conduisant par une porte latérale. « J'ai un ami qui voulait te rencontrer. » Elles serpentèrent à travers des couloirs plus sombres et plus vides. Un homme attendait dans un petit salon. « Lord Garrett, voici Lady Ivy, » dit Margot. Quand Margot disparut, Ivy réalisa qu'elle était seule avec un homme qu'elle ne connaissait pas. Elle aurait dû avoir un chaperon. « Je devrais retourner à la salle de bal, » dit Ivy, faisant un pas vers la porte. Il se déplaça pour lui bloquer le passage, toujours souriant. « Je ne suis pas censé être seul avec... » commença Ivy. « Seul ?» Il rit. « Nous sommes au palais, à peine seuls. » Mais il l'était. Le couloir à l'extérieur était vide. Lord Garrett s'approcha. « Vous êtes encore plus ravissante de près. Le prince Caius est un homme chanceux. »« Merci, » dit Ivy, essayant de le contourner. « Mais je devrais vraiment... » Sa main attrapa son poignet. « Restez un moment, juste pour parler. »« Lâchez-moi, » dit Ivy fermement. « Ne soyez pas prude, » dit Lord Garrett, sa prise se resserrant. « Vous êtes venu ici avec moi. Vous saviez ce que cela signifiait. »« Je ne suis pas venu ici avec vous, » dit Ivy, la colère perçant le brouillard. « Votre ami m'a amené et je pars. » Elle arracha son poignet et se dirigea vers la porte. Lord Garrett lui attrapa le bras, la fit pivoter. « Petite allumeuse, » gronda-t-il. « Vous m'avez suivi ici, bu avec moi, m'avez aguiché. »« Je n'ai rien fait de tel, » dit Ivy, furieuse maintenant. « Je ne savais même pas que vous existiez il y a 5 minutes. »« Ce n'est pas comme ça que ça paraissait, » dit froidement Lord Garrett. Une jeune femme seule avec un homme dans une pièce privée, tout le monde supposera... Supposez quoi? Vint une voix. La voix était glaciale. Ils se tournèrent tous les deux. Bane se tenait dans l'embrasure de la porte. Sa chemise était partiellement déboutonnée, les manches retroussées jusqu'aux avant-bras. Il ressemblait moins à un roi qu'à un prédateur. Ses yeux pâles balayèrent la scène. Lord Garrett, trop près, Ivy pressée contre le mur, et la fureur vacilla en eux. Lord Garrett s'inclina. « Votre Majesté, » dit-il, « j'escortais simplement Lady Ivy jusqu'à la salle de bal. Je l'ai trouvée errant seule et j'ai pensé que c'était inconvenant. »« C'est un mensonge, » dit Ivy immédiatement. Le regard de Bane se tourna vers elle. « Vraiment ?» demanda-t-il doucement. « La jeune dame semble confuse, » dit Lord Garrett, son ton dégoulinant d'une fausse inquiétude. « Peut-être a-t-elle trop bu. Elle m'a fait des avances assez insistantes. »« Ce n'est pas vrai, » dit Ivy, la fureur faisant trembler sa voix. « Elle n'est clairement pas dans son état normal, » continua Lord Garrett. « Peut-être que votre Majesté a eu raison de refuser l'union avec votre frère. Elle ne semble pas faite pour... » « Assez. » Le seul mot coupa l'air. Bane s'approcha. « Vous avez trouvé Lady Ivy seule, » dit Bane. « Et plutôt que de l'escorter immédiatement à la salle de bal où elle serait correctement chaperonnée, comme tout gentleman le ferait, vous l'avez amenée dans une pièce privée. » L'expression confiante de Lord Garrett vacilla. « Je... » « Et puis, » continua Bane, « sachant qu'elle est la promise de mon frère, vous avez jugé approprié d'être seul avec elle, de compromettre sa réputation. » Ses yeux brillèrent d'argent, le loup proche de la surface. « Je veux que vous quittiez la cour, » dit Bane, sa voix baissant. « Et si j'entends que vous avez prononcé un seul mot sur cette soirée, sur Lady Ivy ou sur ce qui s'est passé ici, je rendrai cela permanent. Me comprenez-vous? » Le visage de Lord Garrett devint blanc. « Oui, votre Majesté, » murmura-t-il, trébuchant presque dans sa hâte de s'éloigner. Le silence tomba. « Merci, » dit Ivy doucement. « Je ne voulais pas. Je n'aurais pas dû suivre Margot. J'aurais dû réaliser. » Bane se tourna vers elle et le regard dans ses yeux fit mourir ses mots. « Tu es tombé dans un piège évident, » dit-il froidement. « C'est exactement ce dont je t'avais prévenu. » La gratitude dans la poitrine d'Ivy se transforma en colère. « J'avais la situation sous contrôle, dit-elle. »« Vraiment? » La voix de Bane était méprisante.
seul avec un homme 2 fois plus grand que toi qui était sur le point de te forcer. J'ai repoussé un ours pour toi quand j'avais 8 ans, lança Ivy. Je pense que je peux gérer un seigneur prétentieux. Ce n'est pas la forêt, dit Bane sèchement. J'en suis consciente, répondit Ivy le menton levé. Tu ne l'es pas, rétorqua Bane, parce que tu te déplaces dans ce monde comme si tu étais encore dans l'autre. La poitrine d'Ivy se serra. Et alors, je suis juste censé me cacher? Tu es censé être prudente, dit Bane, sa voix s'élevant. Et tu as prouvé exactement ce que j'ai dit depuis le début, que la cour te dévorera vivante. Alors c'est ça, dit Ivy, sa voix basse et tremblante. Tu me regardes sans me voir depuis des semaines, tu les laisses m'insulter, tu les laisses me traiter comme de la saleté. C'est parce que tu penses que je suis indigne de ce monde, indigne d'eux et de toi. La mâchoire de Bane se contracta. Quoi? Non, ce n'est pas. Tu détestes que je sois ici, l'interrompit Ivy, les larmes aux yeux. Tu détestes que la pauvre fille de la forêt fasse partie de ta précieuse cour, que je la souille de ma présence. Admette-le. Les larmes lui brûlaient les yeux, mais elle refusa de les laisser couler. Tu m'as toujours considéré comme inférieur à toi, continua-t-elle. C'est pour ça que tu ne m'as jamais dit la vérité. Pourquoi tu penses que je ne mérite pas Caius? Toi ne pas le mériter? La voix de Bane se brisa. C'est ce que tu penses, que je... Il s'arrêta, la dévisagea. C'est lui qui ne te mérite pas, dit Bane rudement. Sa main se leva, son pouce effleurant sa lèvre inférieure, l'entr'ouvrant légèrement. Il ne l'a jamais mérité. Ivy aileta au contact. Aucun de nous ne te mérite, ajouta Bane, sa voix rauque. Arrête, dit Ivy, mais sa voix sortit haletante. Arrête de dire des choses comme ça. Pourquoi? Demanda Bane, ses yeux sombres et intenses sur les siens. Parce que c'est vrai. Sa main attrapa sa mâchoire, douce malgré la fureur dans ses yeux. Et puis il l'embrassa, furieux et désespéré, comme s'il s'était retenu pendant des années. Et Ivy lui rendit son baiser avec la même férocité, car elle avait faim de cela sans le savoir. Chaque fois qu'elle l'avait cherché dans une foule, chaque nuit où elle était restée éveillée à se demander pourquoi le perdre ressemblait à perdre une partie d'elle-même, tout cela se déversa dans ce baiser. Le monde se réduisit à la chaleur, au souffle et au goût de lui, ses mains dans ses cheveux, son corps pressé contre le sien. « Ivy », murmura-t-il. Sa bouche quitta la sienne pour tracer sa mâchoire, sa gorge, et la tête d'Ivy tomba en arrière contre le mur, son souffle sortant en halètement. Elle ramena sa bouche à la sienne, l'embrassant plus profondément, plus fort, et c'est là que la réalité revint en force. C'était Bane. Elle embrassait Bane alors qu'elle était censée épouser Caius. L'horreur l'inonda, froide et vive. « Non !» haleta Ivy, poussant la poitrine de Bane. « Non, on ne peut pas !» Bane recula immédiatement, ses mains la relâchant, mais il ne s'éloigna pas. « On n'aurait pas dû faire ça », dit Ivy, sa voix tremblante. « On n'aurait pas dû... » « Je sais », dit Bane doucement. Le calme dans sa voix rendait les choses pires. « Je suis censé épouser Caius, » dit Ivy. « Tu es censé me trouver indigne de toi. »« Je ne t'ai jamais trouvé indigne de moi, Ivy, » dit Bane, attrapant ses mains dans les siennes. « Jamais. En fait, je... » « Ne fais pas ça, » dit Ivy, essayant de se dégager. Mais il la retint. « Sais-tu ce que ça m'a fait, de te regarder avec lui? » Bane pressa sa main contre sa poitrine. « As-tu la moindre idée de ce que ça a été pour moi de te voir dans ses bras? De te trouver ce jour-là quand je... » « Tu n'as jamais rien dit, » l'interrompit Ivy, sa voix se brisant. « Comment aurais-je pu? » La voix de Bane se brisa. Comment aurais-je pu alors que je savais que j'hériterais du trône et que tu détesterais absolument être ici à la cour, que tu détesterais tout, les coutumes, l'étiquette, l'hypocrisie. Comment sais-tu même que je déteste ça? Dit Ivy, voulant le nier mais incapable de le faire. La vérité pesait lourdement sur sa poitrine. Parce que je déteste être ici, dit Bane doucement. Elle le dévisagea. Vraiment? Demanda-t-elle. Mais tu es le roi. Tout le monde t'admire, t'adore. Ils ne me connaissent même pas, soupira Bane. Et les gens qui me connaissent, je ne peux pas être moi-même avec eux. Cet endroit est une prison, Ivy. Il croisa son regard,
et l'honnêteté brute qui s'y trouvait lui coupa le souffle. Une prison dont j'ai toujours voulu t'épargner. Son pouce effleura sa joue, attrapant une larme seule. Sinon, crois-moi, je t'aurais dit il y a longtemps ce que je ressentais pour toi. Il lui prit le visage en coupe, la forçant à le regarder. Je suis amoureux de toi, dit-il. J'ai été amoureux de toi toute ma vie. Ivy plongea son regard dans ses yeux pâles qui l'avaient regardé sans la voir pendant des semaines. Elle était sur le point de l'embrasser à nouveau, mais elle courait déjà. Dans le couloir, loin de lui, loin de ce qu'il venait de faire. Elle ne regarda pas en arrière. Parce que si elle le faisait, elle pourrait faire demi-tour et retourner directement vers lui. Et cela la terrifiait. Chapitre 6. Ivy passa le lendemain dans sa chambre. Elle ne pouvait pas affronter la cour, ne pouvait affronter personne, pouvait à peine s'affronter elle-même. Parce qu'elle était une idiote complète et totale. Bain l'aimait, il l'avait toujours aimé, et il n'avait rien dit parce qu'il savait depuis le début, que cette vie la détruirait, que la cour la rendrait malheureuse, que la couronne sous laquelle il était piégé deviendrait une cage pour elle aussi. Alors il était resté silencieux, la regardant tomber amoureuse de son frère. Et elle avait été si aveugle, si stupidement, incroyablement aveugle. Elle se souvint du regard dans ses yeux quand il l'avait trouvée avec Caius près de la rivière. La façon dont il s'était éloigné sans un mot. La froideur à la cour qu'elle avait prise pour du dédain. Mais qui était en fait quoi? De l'autopréservation? Du chagrin? Les deux personnes qu'il aimait le plus au monde ensemble. Cela avait dû le dévaster. Sa poitrine se serra à cette prise de conscience. Mais il y avait Caius, le doux, patient, merveilleux Caius qu'il avait eu ici. Caius qu'elle aimait, n'est-ce pas? Un coup à la porte la fit sursauter. Ivy? La voix de Caius chaude et inquiète. Puis-je entrer? Elle aurait dû dire non, aurait dû lui dire qu'elle avait besoin de temps. Mais sa voix la trahit. Oui, il entra, portant un plateau, du pain, du fromage, des fruits, des choses qu'il savait qu'elle aimait. Tu n'es pas venu au petit déjeuner, dit-il doucement. Ivy ne pouvait pas le regarder. Est-ce que quelque chose s'est passé au bal hier soir? Demanda-t-il. Tout s'est passé, voulait-elle dire. J'ai trop bu, dit-elle à la place. Caius rit. C'est tout? Je pensais. La gorge d'Ivy se serra. Eh bien, commença-t-elle, puis hésita. La main de Caius s'immobilisa dans ses cheveux. Et quoi? Murmura-t-il. Ivy prit une inspiration. Savais-tu, demanda-t-elle, qu'il était amoureux de moi? Elle se força à regarder le visage de Caius. Il avait l'air peiné, mais aussi résigné. Tu veux dire que tu ne le savais pas, dit-il. Ses yeux s'écarquillèrent. Nous savions tous les deux que nous t'aimions, dit Caius, sa voix douce. C'est impossible à cacher entre des frères qui peuvent sentir les émotions de l'autre. Ivy recula. Et tu m'as embrassé quand même? L'expression de Caius se crispa légèrement. Il a le trône, Ivy. Il prit ses mains, les tint avec précaution. J'ai grandi comme le remplaçant, comme celui qui ne serait pas roi parce que son frère allait l'être, mais qui devait se préparer, agir et tout faire au cas où. Il déglutit difficilement. Bain a toujours dit que cette vie, notre vie, n'était pas pour toi, que la cour te détruirait, et je le croyais. Mais alors, sa prise se resserra. Alors il est devenu roi. Et j'ai pensé, s'il ne peut pas t'avoir à cause de ça, pourquoi ne le pourrais-je pas? Ivy sentit les larmes couler sur ses joues. Bientôt, Bain sera marié à une princesse, continua Caius, sa voix creuse. Elle lui donnera un héritier, et je serai vraiment libre. Il la prit dans ses bras, la serra fort. Je suis désolé que tu doives rester ici jusque-là. Ivy se laissa tenir, laissa la chaleur de Caius l'entourer, mais à l'intérieur, elle se sentait froide. Bain, marié à une princesse, ayant des enfants avec quelqu'un d'autre, construisant une vie avec quelqu'un qui n'était pas elle. Cette pensée lui donnait envie de crier. Elle ne voulait pas de ça. Ne pouvait pas supporter l'idée. Elle ne pouvait pas non plus supporter l'idée de quitter Caius. Mais maintenant qu'elle savait pour Bain, maintenant qu'elle l'avait goûté, sentit ce que c'était d'être dans ses bras, ce n'était plus suffisant. Elle voulait plus. Elle les aimait tous les deux, les voulait tous les deux, et c'était impossible. Les jours suivants se fondirent en un cauchemar réveillé. La tension entre les frères était impossible à ignorer. La mâchoire de Bain se crispait quand Caius la touchait.
Caius devenait silencieux quand Bain entrait. Il se parlait avec une politesse sèche qui ne trompait personne. La cour le remarqua. Les dames murmuraient derrière leurs éventails. Les seigneurs échangeaient des regards entendus. Et pire que la culpabilité, il y avait le désir. Bain était partout. Son corps avait développé une sorte de sixième sens, une conscience picotante à la base de sa colonne vertébrale chaque fois qu'il était prêt. Cette nuit-là, Ivy retournait à ses appartements après le dîner quand elle tourna un coin et heurta quelque chose de solide. Lui, bien sûr. Ses yeux pâles étaient presque argentés dans la pénombre, brillants et féroces et fixés sur elle avec une intensité qui affaiblissait ses genoux. Ils restèrent figés, ses mains agrippant sa taille. « Ne fais pas ça », réussit à dire Ivy. « Alors arrête d'être partout », dit Bain. Il avait l'air d'avoir été poussé au bord de quelque chose et de se retenir à peine. Elle ne bougea pas, lui non plus. Le regard de Bain tomba sur sa bouche. « Quitte-le », dit-il, sa voix basse et rauque. Ivy se figea. « Bain, quitte mon frère », répéta-t-il, suppliant. « Je ne peux pas », murmura-t-elle. La mâchoire de Bain se contracta comme si elle l'avait frappé. « Tu peux », dit-il férocement. Ses mains glissèrent de sa taille à ses hanches, la serrant plus fort. « Ça lui briserait le cœur », dit Ivy. Les yeux de Bain brillèrent, de colère, de chagrin et de quelque chose qui ressemblait à de la haine de soi. Tout cela entremêlé. « C'est soit le sien, soit le mien », dit-il. Ils étaient si proches, à peine un pouce entre eux. Elle pouvait sentir son souffle sur ses lèvres, chaud et instable. Une de ses mains glissa aux creuses de son dos, la pressant plus près. Juste assez pour qu'elle puisse sentir la ligne dure de son corps contre le sien. Ivy émit un son, mi-halètement, mi-gémissement, et ses yeux brillèrent. « Je ne peux pas, dit-il. Peu, dit-il à nouveau, sa voix se brisant. Elle s'arracha et courut. Dans le couloir, loin de lui. Tout son corps était en feu. Ses lèvres picotaient de la pression fantôme d'un baiser qui n'avait pas eu lieu. Sa peau brûlait là où ses mains avaient été. Elle atteignit ses appartements et ferma la porte, s'appuyant contre elle, essayant de reprendre son souffle. Caius se tenait près de la fenêtre, sa silhouette se découpant sur le clair de lune. « Te voilà, dit-il. Je commençais à m'inquiéter. » Il s'arrêta. Son sourire vacilla. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. Caius fit un autre pas. Ses yeux s'assombrirent. « Tu sens son odeur ?» dit-il doucement. Le visage d'Ivy brûlait. « Tu le veux », dit finalement Caius. La gorge d'Ivy était si serrée qu'elle pouvait à peine respirer. « Je ne savais pas que je le voulais », murmura-t-elle. « Pas quand toi et moi, je ne connaissais pas ses sentiments, ni les miens. » Ivy se força à croiser son regard. « Je l'aime », murmura-t-elle. Caius tressaillit. « Et je t'aime », continua Ivy, sa voix se brisant. « Je vous aime tous les deux. Je ne sais pas quoi faire. » Caius expira lentement. Quand il reprit la parole, sa voix était ferme. « Je ne te partagerai pas, et lui non plus. » L'estomac d'Ivy se noua. Ce n'était pas quelque chose qui pouvait être négocié. C'était un choix final. « Si je te choisis, » dit Ivy, sa voix faible, « qu'est-ce qui lui arrivera? » La mâchoire de Caius se crispa. « Il le détestera, » dit-il honnêtement, « et probablement nous deux aussi. » Ivy déglutit difficilement. Le rivage sûr était juste devant elle. Caius était chaleureux, stable et bon. Ils étaient déjà fiancés, déjà amants. Bain lui offrait quoi? Un trône qu'elle ne voulait pas? « Je te choisis », dit-elle doucement. Caius ferma les yeux un instant. La douleur et le soulagement se heurtèrent sur son visage. « Merci », dit-il doucement. La poitrine d'Ivy se serra de culpabilité. Elle venait de choisir un frère et de briser le cœur de l'autre. Puis on frappa à la porte. « Entrez », un garde entra. « Votre Altesse, votre frère vous convoque. Renseignement de la frontière. » Tout le comportement de Caius changea, le prince devenant un soldat. « Parle, dit-il. Les ennemis qui ont tué votre mère ont refait surface. Le conseil appelle à la guerre. Vous êtes tous les deux appelés aux armes. » L'estomac d'Ivy se noua. L'attaque qui avait envoyé 2 louveteaux terrifiés courir dans la forêt. Les ennemis que leur père avait traqués dans les murs du palais. La mâchoire de Caius se serra. « Dans combien de temps? »« À l'aube, » dit le garde. La première lueur vint.
L'aube aux portes du palais était plus froide qu'elle n'aurait dû l'être. Ivy se tenait enveloppée dans une cape, observant le chaos contrôlé d'une armée se préparant à marcher. Les chevaux tapaient du pied et reniflaient, les armures cliquetaient. Caius s'approcha le premier, attachant encore sa ceinture d'épée. « Je reviendrai, dit-il doucement. Il monta sur son cheval. Avant de se diriger vers l'avant, il se retourna vers elle et sourit. Puis elle chercha Bane. Il était déjà monté près de l'avant, à côté de ses commandants. Armure sombre, cheval sombre, couronne nulle part en vue. Elle attendit qu'il la regarde, qu'il reconnaisse sa présence, qu'il lui donne quelque chose. Mais il ne le fit pas. Pas une seule fois il ne jeta un regard dans sa direction. Le souffle d'Ivy trembla. Elle l'avait perdu entièrement. Chapitre 7. 3 mois passèrent. Ils ne revinrent pas. Ivy se déplaçait à la cour comme un fantôme. Elle picorait sa nourriture pendant les repas, la poussant dans son assiette jusqu'à ce que les serviteurs la débarrassent intacte. La nuit, le sommeil venait par brèves rafales agitées, 1 heure ici, 2 heures là, avant que des cauchemars ne la réveillent un temps sursaut. Elle restait allongée dans le noir, fixant le plafond, et imaginait toutes les façons dont il pourrait mourir. Des épées dans la poitrine, des flèches dans la gorge, des embuscades dans le noir, toutes les 2 parties. Cette pensée la rendait physiquement malade, lui serrait la poitrine jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer à fond. Pendant la journée, elle faisait semblant. Elle assistait aux fonctions de la cour parce qu'elle le devait, s'asseyait avec les dames et brodait des choses qu'elle déferait plus tard. Mais à l'intérieur, elle criait. La peur était constante. Chaque nuit, elle se couchait terrifiée à l'idée de se réveiller devant des bannières noires. Les autres dames le remarquèrent. « Lady Ivy a l'air malade », murmura l'une derrière son éventail. « Inquiète pour son prince », dit une autre d'un air entendu. « Le jeune amour », soupira une troisième. « Si dramatique. » Ivy se fichait de ce qu'elles disaient, de leurs ragots ou de leurs regards entendus. L'un ou l'autre, ou les deux, pourraient ne pas revenir. Et l'attente la tuait, la pensée de perdre l'un ou l'autre, d'un monde où Bane n'existerait pas, où elle ne verrait plus jamais son rare sourire, n'entendrait plus jamais son rire, ne sentirait plus jamais ses yeux sur elle dans une salle bondée, ou d'un monde où Caius serait parti, où sa chaleur, sa patience et son affection facile seraient simplement effacées. Elle ne pouvait pas le supporter. La culpabilité aggravait les choses. La fracture entre les frères était de sa faute. Son baiser à Bane, son incapacité à choisir clairement. Et maintenant, ils étaient en guerre ensemble, forcés de se battre côte à côte, alors que quelque chose de brisé et de terrible se trouvait entre eux. À cause d'elle, si quelque chose arrivait à l'un d'eux, s'ils mouraient parce qu'ils étaient distraits, parce qu'ils ne pouvaient pas se faire confiance comme des frères le devraient, parce qu'elle avait ruiné ce qu'ils avaient, Ivy pressa son front contre la vitre froide et essaya de ne pas y penser. Puis, par un après-midi gris de début d'automne, le cri retentit. « Cavalier à l'horizon !» cria un garde depuis la tour de guet. Le cœur d'Ivy s'arrêta, puis se mit à battre la chamade, si vite qu'elle se sentit étourdie. Elle courut à travers les couloirs, descendit les escaliers, sans se soucier de ses jupes qui s'emmêlaient dans ses jambes, sans se soucier d'être à bout de souffle. Dehors, dans la cour où une foule se rassemblait déjà, seigneurs et dames, serviteurs, soldats, tout le monde affluant vers les portes. « L'armée revient !» cria quelqu'un, et l'acclamation qui s'éleva fut assourdissante. Le soulagement inonda Ivy si intensément qu'elle faillit s'effondrer. Elle se fraya un chemin à travers la foule, utilisant ses coudes, sans se soucier de qui elle bousculait. Elle devait se rapprocher, devait les voir, devait savoir qu'ils étaient en vie. Puis, une voix de femme, calme et choquée, résonna. « Un drapeau noir, dit-elle. » Ivy se figea. Le soulagement s'écoula d'elle comme de l'eau à travers un tamis, remplacé par une terreur glaciale. « Quoi ?» demanda quelqu'un d'autre sèchement. « Regardez, dit la femme, pointant vers les portes avec une main tremblante. Un drapeau noir, un membre de la famille royale est tombé. » La vision d'Ivy se brouilla sur les bords, des taches sombres dansant devant ses yeux. Non. Autour d'elle, les voix s'élevèrent, choquées et spéculatives, la foule se pressant, tout le monde essayant de voir. « Lequel ?» demanda un seigneur, sa voix tendue par l'angoisse. « Pouvez-vous dire? Quelqu'un peut-il voir qui ?» dit frénétiquement une dame à côté de lui.
Nous ne le saurons pas tant qu'ils ne seront pas assez proches, dit un courtisan d'un air sombre. Que quelqu'un aille chercher une longue vue, cria un garde. Ivy se fraya un chemin désespérément, bousculant les gens avec une force qu'elle ne se connaissait pas. La colonne approchait sur la longue route, chevaux, bannières, armures scintillant faiblement dans la lumière grise, et à l'avant, le drapeau noir pendait, mou et lourd contre son mât. C'était vrai. L'un d'eux était peint. La poitrine d'Ivy se serra. Elle ne pouvait plus faire entrer d'air dans ses poumons. Les portes s'ouvrirent avec un grincement de fer. L'armée entra, les sabots claquant sur les pavés. Ivy se tenait à l'avant de la foule, tremblant si fort que ses dents claquaient, ses ongles creusant des croissants dans ses paumes. Où étaient-ils? Où? Les soldats descendirent de cheval, les chevaux furent emmenés, mais elle ne pouvait pas les voir, ne pouvait trouver aucun d'eux dans la masse de corps et d'armure. La panique lui serra la gorge. Elle se poussa en avant, trébuchant entre les chevaux, cherchant des visages, regardant. Ivy. Elle se retourna. Caius se tenait à quelques mètres de là, boueux et épuisé, mais entier. « Je suis là », dit-il, s'avançant vers elle les bras ouverts. Elle se jeta sur lui, le soulagement l'inondant si intensément qu'elle en eut le vertige. Il la rattrapa, la serra fort, et elle enfouit son visage dans son épaule. Il était en vie. Caius était en vie. Mais le creux dans son estomac ne disparut pas. En fait, il s'enfonça plus profondément. Parce que s'il était là, alors où était... « Eh ben, demanda-t-elle, sa voix faible, désespérée. Ivy recula, cherchant le visage de Caius. « Où est-il? » insista-t-elle. Le visage de Caius s'affaissa. « Non, » dit Ivy immédiatement, secouant la tête. « Non. »« Ivy, » dit Caius doucement. Elle continua de secouer la tête. « Comment est-ce possible? » Sa voix se brisa. « Il ne peut pas. Il ne ferait pas ça. » L'expression de Caius se tordit avec quelque chose qui ressemblait à un mélange de chagrin et de résignation. « Pour te dire la vérité, Ivy, » dit Caius doucement, et sa voix était si triste que sa poitrine lui fit mal. « Je ne pense pas qu'il voulait revenir. » Ivy haleta. Une image lui traversa l'esprit. Bane à l'aube, montant sur son cheval, ne la regardant pas une seule fois, s'éloignant le dos droit et les épaules carrées, s'éloignant d'elle. La dernière chose qu'il avait connue était le rejet. Son rejet. Bane enfant lui traversa l'esprit. 8 ans avec ses yeux trop sérieux, agrippant sa manche comme si elle était le seul endroit sûr au monde. Puis plus âgé, lui apprenant à se battre près de la rivière, riant quand il la désarmait, la regardant comme si elle était tout. Puis dans le couloir, les mains sur sa taille, les yeux sombres de désir et de douleur. C'est soit son cœur, soit le mien. Puis s'éloignant à l'aube, sans regarder en arrière. Parti. Il était parti. Ivy, dit Caius, sa voix lointaine. Ses genoux cédèrent. Le monde devint gris sur les bords, puis noir, puis plus rien du tout. Chapitre 8. 3 mois plus tard, Ivy se tenait près de la fenêtre de ses appartements pendant que les servantes attachaient la rangée interminable de boutons dans le dos de sa robe. La robe était en soie émeraude, le choix de Caius. Il disait que cela faisait ressortir le verre de ses yeux. Elle ne ressentit rien en la regardant. Le reflet qui la fixait était celui d'une étrangère, pâle, les yeux creux, un fantôme portant des vêtements chers. Bane était mort depuis 3 mois. Elle avait cessé de pleurer après la première semaine, cessé de manger correctement après la deuxième. Au 3e mois, elle avait appris à faire semblant assez bien pour que les gens arrêtent de lui demander si elle allait bien. Elle n'allait pas bien. Elle n'irait plus jamais bien. Mais la cour ne se souciait pas de ça. La cour se souciait des convenances, des apparences et du fait que le prince Caius, bientôt roi Caius, était toujours fiancé à la fille de la forêt. On frappa à la porte. « Entrez !» dit Ivy d'une voix sourde. Caius entra, déjà vêtu de ses robes de couronnement. Les servantes firent la révérence et se retirèrent. « Tu n'aurais pas dû venir, » dit Ivy doucement. « Ce n'est pas convenable. » Caius sourit, un petit sourire légèrement tordu. « Comme si j'allais laisser les convenances dicter si je viens ou non trouver ma future femme. » Malgré tout, Ivy sentit ses lèvres se contracter. Quelle audace! Elle prit son bras tendu et ils quittèrent ses appartements ensemble. Leur mariage avait été fixé 1 mois après le couronnement. Tout était prévu.
La robe était en cours de confection, les invitations envoyées. Ivy n'était pas sûre de ce qu'elle en pensait. Ils traversèrent les couloirs du palais et elle garda les yeux droits devant, évitant les escaliers. Elle s'était habituée à la vie de cour au fil des mois, avait appris quelles batailles mener et lesquelles ignorer. Mais elle la détestait toujours. Détestait chaque moment suffocant. Dehors, des carrosses attendaient. Caius l'aida à monter dans le sien, positionné directement derrière le sien dans le cortège. Elle s'assit seule sur des coussins moelleux et salua mécaniquement les foules qui bordaient les rues alors qu'ils roulaient vers la cathédrale. La cérémonie fut interminable. Ivy s'assit au premier rang, entourée de nobles et de dignitaires étrangers, et regarda Caius s'agenouiller devant le grand prêtre, regarda la couronne, lourde d'or et ancienne, être placée sur sa tête. Longue vie au roi. Et Caius sourit, un sourire éclatant, sincère et heureux. Il était heureux. Ivy réalisa qu'elle ne l'avait pas vu vraiment heureux depuis des mois. Il avait pleuré Bane, s'était inquiété pour elle, s'était épuisé au travail pour mettre fin au conflit avec les ennemis de leur mère, pour stabiliser le royaume après la mort de son frère, pour être tout ce que tout le monde avait besoin qu'il soit. Mais maintenant, avec la couronne sur la tête et son peuple le reconnaissant, il était heureux. Ivy sourit aussi, le regardant, heureuse de le voir trouver la joie après tant de douleur. Puis son sourire s'effaça, parce qu'elle réalisa qu'elle aspirait à être heureuse à nouveau, elle aussi, et elle ne se souvenait pas de la dernière fois où elle l'avait été. Le bal du couronnement ce soir-là fut magnifique. Ivy portait une autre robe, celle-ci argentée et blanche, parfaitement ajustée à sa silhouette. Elle se tenait près du bord de la salle de bal et regardait Caius danser, d'abord avec la reine des royaumes du Nord, puis avec une princesse d'outre-mer, puis avec un autre dignitaire. Le protocole exigeait qu'il danse avec chaque invité important avant tout le monde. Quand il se dirigea enfin vers elle, lui offrant sa main avec un sourire chaleureux, Ivy le laissa la conduire sur la piste. « C'est un peu ridicule, n'est-ce pas? » dit Caius alors qu'il tourbillonnait sur le marbre poli. « Qu'est-ce qu'il est? » demanda Ivy se concentrant sur ses pas. Elle s'était améliorée en danse de salon au fil des mois, mais devait encore se concentrer. « Ça, » dit Caius en désignant les alentours. Tout le spectacle, les attentes, les bals et les cérémonies et le protocole sans fin. Mais ça ne te dérange pas, pourtant, observa Ivy, croisant son regard. Caius s'arrêta au milieu d'un pas, ouvrit la bouche comme s'il allait dire quelque chose. Caius, l'interrompit Ivy, quand tu m'as embrassé pour la première fois, tu as dit que tu venais de perdre quelque chose que tu avais voulu toute ta vie. Tu te souviens? Caius la regarda, fronça les sourcils. « C'était ça, n'est-ce pas? » demanda Ivy doucement. La couronne, le trône. L'expression de Caius changea. « Sais-tu, ce n'est pas tant que je le voulais désespérément, » dit Caius, alors qu'il continuait à se déplacer dans la danse. « C'est juste que je ne savais pas vraiment qui j'étais censé être une fois que la couronne aurait été donnée à son propriétaire légitime. J'avais grandi avec un peut-être. Peut-être que tu seras roi. Peut-être qu'on aura besoin de toi. Ce n'est pas toi, mais au cas où ça pourrait être toi, tu devrais être préparé. » Il soupira et Ivy put voir le poids de tout cela. Des années à vivre dans l'incertitude. D'être le remplaçant. Celui qui devait être prêt, mais jamais choisi. « La nuit où Bane a été couronné, » continua Caius, « je me suis senti perdu. »« Et comment se sentait-il? » demanda Ivy, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Ton frère, la nuit où il a été couronné, comment se sentait-il? » Caius rit, un rire court et surpris. « Sais-tu, je n'ai même jamais pensé à lui demander. » Il fit une pause, la prise de conscience traversant son visage. « Je suppose que j'étais un peu jaloux, n'est-ce pas? »« J'aurais probablement été jalouse aussi à ta place, » dit Ivy honnêtement. Parce que c'était vrai. Caius avait toujours dû être le soutien, la béquille dont Bane et le royaume avaient besoin. « Comment penses-tu qu'il se sentait? » demanda Caius, observant attentivement son visage. Ivy ferma les yeux. Imagina Bane ici dans cette salle de bal, portant la couronne. Entouré de courtisans, d'attentes et de protocoles, piégé derrière un rôle qu'il n'avait jamais voulu. « Cet endroit est une prison, Ivy, » avait-il dit. « Une prison dont j'ai toujours voulu t'épargner. » Il se sentait comme moi, dit Ivy en ouvrant les yeux, profondément malheureux. La prise de conscience la frappa comme une vague. Elle avait été malheureuse ici, dès son arrivée.
La surveillance constante, les règles étouffantes. Bain l'avait su, avait essayé de l'en épargner. Il ne lui avait pas interdit d'épouser Caius par jalousie ou par dépit. Il l'avait fait par amour. Parce qu'il avait compris exactement comment elle se sentirait ici. Il avait compris. Parce qu'il avait ressenti la même chose. Ivy! Caius lui souleva doucement le menton. Des larmes coulèrent sur ses joues alors qu'elle croisait son regard. Je suis désolé, murmura-t-elle, mais je ne peux pas t'épouser. Je ne peux pas t'épouser, continua Ivy, sa voix se brisant. Parce que je ne peux pas épouser un roi. Pas n'importe quel roi. Pas même Caius, qu'elle aimait, qui était bon et patient et méritait tout. Parce qu'être reine la tuerait. Lentement, sûrement, de la même manière que cela avait tué Bain. Les yeux de Caius se remplirent de chagrin, mais ensuite il hocha la tête, résigné. Oui, acquiesça-t-il doucement. Je pensais que tu dirais ça. Ils arrêtèrent de danser. Puis Caius la prit dans ses bras et la serra fort. Ivy le serra en retour, et ils ne se lâchèrent pas pendant un long moment, parce que se lâcher signifierait se lâcher l'un l'autre. Et aucun d'eux n'était pressé de le faire. Mais ils le devaient. Quand ils se séparèrent enfin, Ivy sentit quelque chose se soulever dans sa poitrine. Pour la première fois depuis son arrivée à la cour, elle pouvait respirer. Épilogue. Ivy chevauchait vers chez elle, se sentant pas exactement heureuse mais libre. Dans la forêt, l'été était revenu, apportant une chaleur qui s'imprégnait dans sa peau. Elle respira profondément, sentit ses poumons se dilater sans le corset serré de la cour qui la pressait. Ce matin-là, elle avait dit au revoir à Caius dans la cour, juste tous les deux. La lumière de l'aube, douce et indulgente. « J'espère que tu seras heureux », lui avait-elle dit en lui prenant le visage en coupe. « Je le serai », avait-il dit. Ils s'étaient tenus dans les bras l'un de l'autre pendant un long moment. Deux personnes qui s'étaient aimées de la manière dont on aime quelqu'un qui compte, même si ce n'est pas la personne avec qui on est censé construire sa vie. Quand ils s'étaient enfin séparés, Caius l'avait aidé à monter. « Quand tu arriveras au Carrefour », avait-il dit avec hésitation, « entre ton village et les lacs du Nord, tu sais lequel. » Elle avait hoché la tête. Il avait ouvert la bouche, l'avait refermée, semblait lutter avec quelque chose d'interne. « Va à gauche », avait-il finalement dit, résigné. « Vers les lacs. »« Pourquoi ?» Ivy avait froncé les sourcils. Caius avait détourné le regard un instant, la mâchoire crispée. « C'est mon cadeau de départ pour toi », avait-il dit doucement. « Porte-toi bien, Ivy. » Maintenant, le carrefour apparaissait à travers les arbres comme une question attendant une réponse. Ivy arrêta son cheval. Regarda le chemin de gauche où les ombres s'accumulaient entre les arbres. Elle n'avait aucune idée de pourquoi Caius l'avait envoyée par là. Et elle irait, éventuellement. Juste pas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, elle voulait rentrer chez elle. Voulait s'effondrer dans les brosses de sa mère, pleurer et dormir dans un lit qui ne ressemblait pas à une noyade. Elle tourna à droite, commença à descendre le chemin familier. Mais quelque chose l'arrêta. Un sentiment, une attraction au fond de sa poitrine. « Va à gauche », avait dit Caius, avec ce regard dans les yeux. Cette résignation. Les mains d'Ivy se resserrèrent sur les rênes. Elle resta là, au carrefour, pendant un long moment, déchirée entre le confort de la maison et le mystère de ce qui l'attendait près des lacs. Puis elle soupira, fit demi-tour avec son cheval. Ça a intérêt d'en valoir la peine, marmonna-t-elle pour elle-même. Le chemin vers les lacs montait à travers une forêt qui devenait plus dense, plus sauvage, plus vivante à mesure qu'elle montait. Des souvenirs refirent surface. Elle avait 16 ans quand les frères l'avaient traînée ici pour la première fois. Ils voulaient nager, mais une pluie d'été les avait surpris. Ils s'étaient abrités sous un surplomb et avaient fait un feu qui avait plus fumé que brûlé. Ils avaient réessayé 1 an plus tard. Cette fois-là, ils avaient nagé jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, le chemin s'aplanissait et les arbres s'éclaircissaient. Le lac apparut, calme et parfait comme du verre, reflétant le ciel comme un miroir. Ivy chevaucha lentement le long de la rive, puis elle vit de la fumée s'élever, fine et grise, de la lisière de la forêt. Elle fronça les sourcils. Il n'y avait pas de maison ici avant. La curiosité la poussa en avant. La maison était petite et de construction brute, les rondins encore pâles et non teintés, neuves. De la fumée s'échappait d'une cheminée en pierre. Ivy descendit de cheval, l'attacha, s'approcha de la porte et frappa. Pas de réponse. Elle frappa à nouveau, appela. Rien. La porte était verrouillée. Elle recula,
Scrutant la clairière, la lisière de la forêt, la rive, une silhouette émergea de la forêt. À contre-jour du coucher de soleil, elle ne pouvait pas voir son visage. Juste une silhouette portant du bois de chauffage se déplaçant avec cette grâce particulière qui fit bégayer son cœur. Il s'approcha, entra dans la lumière, et Ivy cessa de respirer. Ses yeux, cette mâchoire, cette bouche qu'elle avait embrassée, pleuré et dont elle avait rêvé dans le noir. Ivy, sa voix, la voix de Bane, la secoua. Elle ne pouvait rien faire d'autre que de fixer quelqu'un qui était censé être mort, mais qui se tenait là, incroyablement réel. Ivy. Bane laissa tomber le bois de chauffage et bougea. Et puis elle bougeait aussi. Oui, blanc de la distance entre eux. Ils se heurtèrent. Ses bras s'enroulèrent autour d'elle, l'écrasant contre sa poitrine. Ses bras se verrouillèrent autour de son cou, s'accrochant comme s'il pouvait disparaître. « Tu es vivant », souffla-t-elle contre son épaule. Bane enfouit son visage dans ses cheveux, la respirant. Elle recula juste assez pour voir son visage, pour le toucher, ses doigts traçant la ligne de sa mâchoire. Des larmes coulaient sur son visage. « Je n'ai jamais voulu être roi », dit Bane, et cela sonnait comme des excuses. Ivy chercha ses yeux, et je ne pouvais plus le faire, Ivy. Sa voix se brisa. Te voir avec lui, je ne pouvais pas. Elle l'embrassa. Bane émit un son, brisé et désespéré, et lui rendit son baiser. C'était fervent, dévoué. Des mois de chagrin et de désir se déversèrent dans la pression de bouche contre bouche. Ses mains se levèrent pour encadrer son visage, l'inclinant pour qu'il puisse l'embrasser plus profondément. Ses doigts s'emmêlèrent dans ses cheveux, le tirant plus près, jamais assez près. « Attends, » dit Bane, et cela lui coûta visiblement. « Et mon frère? »« Il est roi maintenant, » l'interrompit Ivy, lui prenant le visage entre ses deux mains. « C'est ce qu'il voulait, je pense. » Bane fronça les sourcils. « Et je ne pouvais pas être reine, » ajouta doucement Ivy. « Tu avais raison, je ne pouvais pas. » Quelque chose dans l'expression de Bane s'adoucit. « Oui, eh bien, » dit-il, un sourire se dessinant sur ses lèvres. « J'ai très souvent raison. » Ivy leva les yeux au ciel. « Tu es insupportable, » soupira-t-elle. « C'est vrai. Cite-moi une seule fois où je ne l'étais pas. » Elle l'embrassa à nouveau. Plus tard, bien plus tard, ils seraient allongés, enlacés dans le noir. Elle lui dirait qu'elle l'aimait et avouerait qu'une partie d'elle était morte quand elle l'avait cru partie. Il s'excuserait. Elle écouterait. Il expliquerait comment Caius l'avait aidé à simuler sa mort. Comment c'était le seul moyen de les libérer tous les deux. Caius d'être le remplaçant, Bane de la couronne. Elle réaliserait que Caius avait su depuis le début, avait gardé le secret pour les protéger tous les deux. L'avait envoyé ici comme un dernier cadeau, hésitant et résigné parce qu'il savait ce que cela signifiait de la laisser partir vers son frère. Elle leur pardonnerait à tous les deux, éventuellement. Dans environ 1 an, leur premier enfant naîtrait. Ils l'élèveraient, elle et ses futurs frères et sœurs, ici près du lac, libres et aimés. Et quelque part loin dans un palais doré, un roi régnerait avec justice et bienveillance, aimé de son peuple, heureux enfin dans le rôle pour lequel il n'était pas né, mais qu'il avait finalement été autorisé à revendiquer. Mais ici, dans cette petite maison près des lacs du Nord, 2 personnes qui s'aimaient depuis l'enfance construiraient la vie qu'elles avaient toujours été destinées à avoir. Simple. J'espère que cette histoire vous a plu. Il y a quelque chose dans un choix impossible entre 2 personnes qui méritent toutes les deux d'être choisies que je trouve vraiment difficile à oublier. Si vous deviez choisir entre 2 amours qui sont tous les 2 réels, tous les 2 vrais, comment commenceriez-vous même? J'adorerais savoir ce que vous en pensez. Dites-le moi dans les commentaires. On se retrouve dans la prochaine histoire. Lily.